Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Nous sommes à nouveau en direct du sous-sol de chez Roger et j'ai en ma compagnie M. Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Oui, bonjour Dominique. Alors une autre belle semaine chargée en actualité en Haute-Gaspésie. Oui, toujours. Tu es prêt à ce qu'on fasse le tour de cette semaine faste en émotions? Je te suis, Dominique. Tout a commencé en début de semaine et cette nouvelle-là en a fait plus d'un heureux à Capcha. On parle bien sûr de l'obtention de la secondaire 5 pour l'école L'Escabelle de Capcha. On sait que c'est un très vieux combat que mène la population de Capcha pour avoir la 5e secondaire à l'école de l'Escabelle. Alors cette fois-ci, ça aura été la bonne. Oui. On se rappellera qu'en début d'année, un mouvement avait été initié par des enseignants, notamment Marie-Ève Godbout, Simon Landry et autres. Ils avaient été appuyés par l'ensemble des enseignants et du personnel scolaire, par la directrice Lynn Méville, fraîchement arrivée à Capcha, les parents, les élèves, tout le monde y a mis la main à la pâte et finalement on avait fait la demande auprès de la commission scolaire et lors du dernier conseil qui se tenait à Grande-Vallée cette semaine, eh bien, on a dit oui. Donc, dès l'an prochain, dès 2019, les enfants de Capcha pourront faire leur 5e secondaire à l'école L'Escabelle. C'est une très bonne nouvelle. Marie-Ève Godbout, je me souviens plus de la citation exacte, mais juste le fait de pouvoir finaliser une étape de la vie avec les enfants, qu'on les connaît depuis le secondaire 1, de pouvoir enfin les voir graduer. Donc, juste pour ça, pour les enseignants et pour les élèves, c'est une relation intime qui se développe au cours des années et puis de voir le sentiment d'accomplissement, d'être là pour leur dernière étape, je pense que c'est vraiment important. Et depuis quelques années, on met beaucoup d'efforts pour monter des clubs sportifs à Capcha. Et là, des jeunes, de pouvoir aussi aller jusqu'en secondaire 5, d'être dans la même équipe, de pouvoir poursuivre avec le club sportif, ça aussi, c'est une belle nouvelle. Donc, je pense que les jeunes de Capcha viennent de gagner quelque chose. Peut-être certains le réalisent plus que d'autres, mais vraiment là, pour la valorisation puis le sentiment d'appartenance, c'est très important. C'est une belle victoire. Effectivement, et il y en a justement qui ont fait partie du combat il y a 20 ans. Alors à l'époque, on sait que ça avait été refusé, mais cette fois-ci, ce que Mme Méville disait, la directrice de l'école, c'est qu'il n'y avait aucune raison logique de refuser cette demande-là, puisqu'il y a de la place à l'école, la volonté du milieu est là. Plus de 92% des parents avaient dit vouloir envoyer leur enfant en secondaire 5 à Capcha si ça devenait possible. Et plusieurs autres écoles secondaires, on peut tout simplement penser ici en Haute-Gaspésie, dans le secteur de Saint-Maxime du Mont-Louis, on a une école secondaire avec peut-être 5 à 10 étudiants par année qui graduent en secondaire 5 et ils l'ont. Donc il n'y avait aucune raison que Capcha, avec un bassin d'étudiants plus important, n'ait pas droit d'offrir le cursus scolaire secondaire dans son entièreté. Et voilà. Sur une autre ordre d'idée, on poursuit cette fois-ci avec une bonne nouvelle pour un autre organisme de la région, Avalanche Québec. Oui. On sait que depuis longtemps, il court après le financement, un petit peu à l'image d'Exploramer. Avalanche Québec doit chaque année réitérer des demandes auprès des 2 paliers de gouvernement, histoire d'avoir un financement, puisqu'il ne cadre dans aucun programme spécifique. Alors, cette année, ce qu'Avalanche Québec a décidé de faire, c'est de faire un partenariat avec Avalanche Canada, qui est davantage dans l'Ouest canadien. Oui. Et ils ont décidé de faire une demande commune. Donc, c'est 25 millions sur 5 ans qui leur a été octroyé pour la pérennité de leur service. Donc, c'est Avalanche Canada qui reçoit la tarte et qui divisera ensuite le tout pour ses homologues du Québec. Non, évidemment, le bureau est basé à Saint-Anne-des-Monts. Oui, et puis ce qu'il y a de bien, c'est un peu la collaboration entre les deux organismes. Et on se rendait compte, plus on parlait avec M. Dominique Séboucher, oui, que Avalanche Canada n'avait pas plus de soutien stable qu'Avalanche Québec. Dans le fond, les deux organismes étaient un peu dans les mêmes situations. Donc, de faire front commun et d'aller de pousser pour avoir un peu ce financement-là en équipe, c'était une très belle idée. Donc, fin heureuse. C'est sur 5 ans. Ce sera sûrement à refaire dans 5 ans, mais au moins, pour une période de temps, ça solidifie un peu tous nos services. Donc, c'est parfait comme ça. Et comme nous le disait Dominique Boucher la semaine dernière ou très récemment,
on se devait d'aller chercher ce financement-là alors qu'on sait qu'on a un gouvernement qui avait quand même une certaine sensibilité avec l'émission d'Avalanche Québec, puisque la famille Trudeau a été touchée notamment par ça. Donc, c'est sûr que si on se retrouve avec un gouvernement conservateur dès l'an prochain, peut-être que la réponse n'aurait pas été la même. La même. Mais selon les sondages, c'est encore les libéraux qui devraient rentrer. Ben écoutez, au Canada comme au Québec, les on libéraux... peut toujours se fier aux sondages. Hein, oui, tout à fait. On l'a vu lors de notre soirée électorale d'ailleurs. 15 minutes et tout bascule. Tout bascule, tous les sondages étaient aux poubelles. On passe cette fois-ci avec une autre nouvelle, cette fois-ci du côté de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. Alors, on sait que Cassandra Lévesque avait quitté son poste de directrice pour se joindre à la nouvelle députée péquiste de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, à titre de conseillère ou attachée politique, c'est selon. Alors, le poste était à combler à la Chambre de commerce. Alors, on a fait appel à Pierre Huot, qui, lui, de son côté, quitte la politique, un ancien attaché presse à Diane Leboutier, ministre du Revenu national. Alors, Pierre Huot aussi a également été candidat dans Rimouski il y a quelques élections de ça. Donc, quand même, un bon bagage en politique. Aussi, un petit peu d'expérience en gestion. Je crois qu'il a déjà eu un commerce, c'est ce qu'il nous disait. Donc, M. Huot a un contrat d'1 an qui sera réévalué par la suite, puisque Cassandra Lévesque a demandé un congé sans solde. Comme ça, si la politique ne lui sourit pas, elle aura l'opportunité de revenir à son emploi précédent. Mais quand même, un choix intéressant pour la Chambre de commerce, quelqu'un qui connaît déjà quand même assez bien son milieu et qui est déjà très impliqué. Oui, de par ses contacts et de sa vie privée aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a des bons contacts en politique et en développement régional. Donc, n'arrive pas de nulle part. J'ai l'impression qu'il va faire la job, comme on dit. Oui, tout à fait. Et comme le disait le président Steve Ouimet, le président de la Chambre de commerce, le rôle de M. Huot, ce sera davantage d'aller chercher des nouvelles adhésions, donc augmenter le membership et aussi de pérenniser les activités de la Chambre de commerce. Donc, on sait que ce sera année de gala dès l'an prochain. Donc, Pierre Huot aura à relever cet important défi-là. Oui, plus une chambre de commerce a de membres, plus sa représentation est forte, mais aussi elle peut s'adapter aux besoins des membres. Donc, c'est toujours un peu l'équilibre qui est difficile à aller atteindre parce que des fois, bon, avec moins de membres, les autres commerces ont l'impression que c'est toujours les mêmes membres, mettons, qui vont gagner au gala ou etc. Mais je veux dire, le gala est là pour les membres. Alors, plus il y a de membres, plus il y a de diversité de projets. Plus aussi, là on parle du gala, mais pour d'autres, pour les formations, pour les besoins. Donc, une chambre de commerce qui a beaucoup de membres est beaucoup plus solide et la direction de cette chambre de commerce-là a plus de légitimité quand elle demande quelque chose au gouvernement ou à la région. Donc, c'est important d'avoir une chambre de commerce forte. Le défi, c'est toujours aussi d'être capable de rallier l'Est et l'Ouest de la MRC. Qui est un grand territoire et des fois les commerces de l'Est ont l'impression que tout se passe à l'Ouest et quand on va à l'Est, les commerces de l'Ouest se disent « ouais, mais c'est loin ». Donc, il y a ce défi-là et j'espère que M. Huot va être capable de le relever. Effectivement. Alors, c'est à suivre, mais il entrait en fonction dès cette semaine. Alors, il a déjà commencé à réchauffer le siège. On passe... Pardon. On passe à une prochaine nouvelle. Une autre bonne nouvelle. Alors, ma foi, cette semaine, on nageait dans le bonheur et la plénitude. Alors, on a beaucoup parlé ici sur les ondes du Sentier de l'Espoir. Alors, pendant pratiquement 1 an, toute cette controverse autour d'une fermeture qu'on jugeait précipitée de la part des employés. Ensuite, cette confrontation entre employés et membres du conseil d'administration. Si on ajoute à cela un directeur par intérim qui remplaçait Mme Katia Michaud qui était absente pendant quelques mois. Alors maintenant, Mme Michaud est de retour. On a procédé à la réouverture du centre depuis maintenant quelques semaines. On a un nouveau conseil d'administration. Alors, on peut apercevoir à l'écran Rolande Pouliot et Régis Marin, qui sont 2 membres qui sont de retour. Mais on a Diane Cyr, qu'on reconnaît comme étant la directrice de la Maison des Jeunes de Capcha, qui, elle, occupe le rôle de présidente du conseil d'administration. Denise Perry, qui est là à titre d'administratrice. Jasmine Lalonde, qui se joint au groupe en tant que secrétaire. Et il y a également Geneviève Bernatchez, qui est là comme vice-présidente. Alors, plusieurs nouveaux visages et
ce qui se dégageait de la rencontre que j'ai eue avec Mme Cyr et ses comparses, c'est que l'apport des deux anciens membres, M. Marin et Mme Pouliot, était très important, histoire d'avoir une mise en contexte. Donc, on dit qu'on veut aller vers l'avant. On a tourné la page sur cette triste histoire et tous les employés sont de retour. En plus, on remarque que le besoin était là puisqu'il y a 100% de taux d'occupation depuis la réouverture. Je pense que juste ça, ça en dit suffisamment sur l'importance de l'organisme. Oui, c'est une excellente nouvelle et ça met un peu en lumière. Les conseils d'administration, on en entend peu parler quand ça va bien. Donc, c'est un rôle presque, je veux dire, presque pas secret, mais c'est en dessous du radar. Là, on gère et on s'assure que tout va bien, mais on se rend compte aussi que quand ça va pas bien au conseil d'administration, que le conseil d'administration est pas en phase avec l'organisme, comment ça peut avoir un impact négatif. Donc, si ça a pu mettre en lumière aussi un peu le fait que on a besoin de gens à l'écoute et de qualité sur un conseil d'administration, parce qu'il y a beaucoup de conseils d'administration qu'on ne connaît peu ou qu'on ne connaît pas dans la région, et c'est toujours un défi d'avoir des membres dans ces conseils-là, et tu as souvent assisté à des AGA où il n'y a pas grand monde qui se déplace. Où il n'y a pas grand monde et où parfois on doit renouveler le conseil. Et il y a tellement peu de gens dans la salle qu'on dit, ben là, présentez-vous tous, tant qu'on aille, ça nous prend des gens pour être sur le conseil, au moins pour avoir quorum pour poursuivre. Et voilà. Et des fois, c'est ça, on a à peine 3-4 personnes dans la salle et... Donc, c'est un rôle qui est primordial pour nos organismes, les conseils d'administration, mais ça prend des gens de bonne volonté qui y vont aussi. Donc, c'est le genre d'endroit où il y a encore de la place à de l'implication dans la communauté. Et c'est un travail bénévole qui demande beaucoup de responsabilité et de temps. Donc, évidemment, on tente d'aller chercher le meilleur des gens, mais en ne leur offrant pratiquement rien en retour. Donc, évidemment, on comprend qu'on ne peut pas commencer à rémunérer tous ces gens-là. Non, c'est de l'implication bénévole. C'est du bénévolat, mais tu sais, dans la vie, compétent. C'est ça. Si vous êtes un bon organisateur ou bon en gestion, des choses comme ça, ben, c'est le genre de bénévolat que vous pouvez offrir. Des fois, on se demande dans quoi on peut s'impliquer, mais il y a beaucoup de conseils d'administration qui ont besoin de gens de qualité. Donc, mais là, on voit un exemple flagrant où une bonne attitude ou un conseil d'administration là, qui veut pousser dans le bon sens peut régler beaucoup de choses. Là. Donc, on la voit, là, l'importance d'un conseil d'administration dans un organisme. Et parfois, on peut penser qu'on n'a pas grand-chose à faire au sein du conseil lorsque l'organisme va bien, mais lorsqu'on tombe en situation de crise, comme ce fut le cas pour la GASP, le Sentier de l'Espoir, on se rend compte que tout d'un coup, le nombre d'heures à investir s'ajoute dangereusement. C'est la même chose. On va être administrateur, par exemple, à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. À l'époque où il y avait des conseils, ce n'est pas une mince tâche. Là. On ne gère pas un petit organisme de 3-4 employés. On est administrateur dans un hôpital. Donc, on s'entend que ce sont tous des rôles à prendre très au sérieux. Et voilà. Oui, voilà. Sur une note un petit peu moins joyeuse, on connaît tous l'Arbre généreux, une initiative de Louiselle Servant et de Jenny Lévesque. Ils en seraient à leur 7e année cette année, mais l'Arbre ne sera pas généreux cette année. Ils ont décidé de faire relâche pour un an pour des raisons hors de leur contrôle et par un manque de temps. Les deux dames ont décidé d'accrocher l'Arbre pour un an, histoire de trouver davantage de bénévoles qui pourraient prendre en charge la coordination et l'organisation. Ce que Jenny Lévesque me confiait, c'est que l'initiative est devenue tellement populaire au fil des années qu'on doit maintenant gérer plus de 430 cadeaux par année, plus de 200 enfants. C'est des partenariats avec les écoles, les organismes, faire toute la gestion, la confidentialité autour de ça et la distribution par la suite. Et malgré les bénévoles qui naviguaient autour de Jenny et de Louiselle, au final, c'était ces deux dames-là qui devaient assurer toute la coordination qui était la grande partie du travail. Donc, finalement, un peu essoufflés, ils ont décidé de ranger l'arbre pour une année et de revenir l'an prochain. Oui, ben, ça peut être une année qui va servir justement à bien préparer la prochaine année. Donc, on voit que c'est pas les bonnes idées qui manquent dans la région. Des fois, on revient un peu comme l'implication avec les CA, les trucs comme ça. C'est souvent des fois le manque de bénévoles ou de coups de pouce là, qui
qui va faire que quelque chose fonctionne ou fonctionne pas. Exactement. Mais une bonne idée comme ça, j'ai l'impression qu'elle va refaire surface là, d'ici peu. Oui, bien, comme le disait Jenny, ce n'était pas une volonté d'arrêter l'arbre. On veut vraiment entraîner des nouvelles personnes qui vont pouvoir justement prendre la relève afin que ça revienne. Et d'ici là, bien, on suggère aux gens, on peut toujours donner à partageance. On sait qu'il y a le Noël du bonheur qui s'en vient le 8 décembre. Alors, ce serait une belle occasion d'offrir des cadeaux, des vêtements à partageance qu'ils pourront redistribuer ensuite dans la communauté. Il y a plein d'autres façons d'être généreux dans le temps des fêtes. On peut penser à la guignolée qui aura lieu très bientôt dans les rues de Capcha à Marsouis, je crois. Donc, c'est une autre façon de donner. Sinon, à la fabrique aussi, on a plein de bonnes façons justement d'aider les gens, là. C'est pas les idées qui manquent. Non, effectivement. On poursuit dans l'esprit de Noël. Oui. Mes voisines de la 132, les sœurs Myriam, la famille Myriam Bethléem, eh bien, cette année, on sait régulièrement, elles font des expositions de crèches. Alors, cette année, elles se sont mises à la fabrication de crèches bateaux. Alors, ce sont des petits modèles de bateaux en bois qui ont été achetés dans le coin de Cloridorme. Et il y a un ébéniste local qui a décidé de reproduire ces bateaux-là. Et à partir de ces bateaux-là, les petites sœurs Myriam, ils collent des personnages de la crèche. Donc, on a le meilleur des deux mondes, Noël et la mère, donc Noël gaspésien. Une crèche vraiment gaspésienne. Et voilà, exactement. Donc, c'était un plaisir pour elles de présenter ce projet-là. Ils vont d'ailleurs être en exposition au marché de Noël de Capchamp en fin de semaine, à Gaspé, la semaine prochaine. Et on peut toujours les contacter, aller arrêter les voir tout simplement. Elles nous invitent à leur chantier maritime Bethléem, qui est tout droit sur la route 132, c'est à côté de la halte Mariale. Et voilà, en espérant que le petit Jésus n'a pas le mal de mer. Exactement. On prend quelques instants pour vous parler du métier d'un jour. On sait que la ville de Sainte-Anne-des-Monts avait organisé cette activité-là afin de permettre à plein de jeunes de pouvoir toucher à différents métiers. Alors, de mon côté, moi et l'animateur radio Fred Parent, on a accueilli Gabriel Laflamme et Zach Denis Lemieux, qui étaient respectivement journalistes et animateurs d'un jour. Alors, on a eu le plaisir de voir deux jeunes très allumés essayer un nouveau métier. C'était très valorisant pour nous, puisqu'on sait que notre métier, particulièrement le mien, peut être souvent mal aimé. Donc, c'était bien de voir deux jeunes qui se sont joints à nous le temps d'une émission de radio. Et il y avait aussi le maire d'un jour, pompier, mécanicien. Et à ce que j'ai su, tout le monde a bien apprécié sa journée. Oui, on a eu quelqu'un à la piscine aussi, une jeune fille qui est venue faire le métier de responsable aquatique d'un jour. Et elle a beaucoup aimé son expérience. Et une jeune fille dynamique qui était très intéressée au sujet. Donc, oui, c'était une belle journée. La ville a scoré fort. Oui. Et quel enchaînement extraordinaire, puisqu'on parle du hockey. Et le Nordais a scoré très fort avec une victoire écrasante de 9-2 contre les Vikings du Rocher. Alors, la troupe de Guy Anctil, encore une fois, était très, très en forme. On peut souligner à nouveau les performances des frères Benoît et Simon Anctil qui ont accumulé 10 points collectivement entre eux. Aussi, une belle collaboration, notamment des défenseurs Jean-Guy Darèche qui a marqué un but aussi. Et une belle performance de Pierre-Luc Gagné devant les filets. Et sur ce, mon cher Frédéric, on fait une courte pause et on vous revient avec notre invité de la semaine. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Ça, j'ai toujours essayé. Là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible. »
Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, toujours en direct du sous-sol à Roger. Et j'ai à ma gauche Julie-Christine Fauroux de l'organisme Enfantaisie et Frédéric Deroy également, qui est de retour. Alors, Julie-Christine, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une excellente nouvelle, soit la nouvelle maison Enfantaisie à Tourelle. Voilà. En fait, la maison Enfantaisie à Tourelle, c'est un projet qu'on travaille depuis des mois, voire des années. Il y a environ 3 ans, on a appris qu'on devait déménager notre siège social et notre point de service Enfantaisie à Tourelle. Et on a essayé de chercher des solutions de relocalisation. Ça a été long, ça a été laborieux. Et on a fini par décider d'acheter une maison. Donc un projet à long terme. On a emménagé dans notre maison au début de l'année scolaire. On est installé, les activités ont commencé. Voilà. Et on sait justement que vous étiez avant ça dans l'ancien hôtel de ville de Tourelle. Oui. Donc, cette fois-ci, on a décidé de non pas aller à location, mais d'acheter une maison. Est-ce que c'était le plan de match au départ? En fait, on a exploré vraiment toutes les possibilités. On a eu beaucoup de chance à Enfantaisie parce qu'en général, on a toujours été hébergés gratuitement, que ce soit pour nos points de service ou pour notre siège social. Donc, quand on était dans l'ancien bâtiment de la ville de Sainte-Anne-des-Monts à Tourelle, on était hébergés gratuitement. La ville a dû fermer ce bâtiment-là. On a essayé de trouver des solutions pour se relocaliser à moindre coût, mais on n'a pas trouvé d'endroit adéquat et de toute façon, ça aurait impliqué un coût de location très important. Donc, confrontés, nous, depuis des années à des déménagements réguliers, en moyenne aux 2 ans, on s'est dit qu'on avait envie de trouver une solution stable et cette solution, c'était de devenir propriétaire de notre siège social. C'est ce qu'on a fait. Et j'imagine que lorsqu'on achète une maison, comme on est un organisme, bien, on doit faire face à certains défis. J'imagine que la maison n'est pas nécessairement aux normes pour accueillir un organisme et des enfants. Là. Oui, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on a découvert parce que nous, très naïvement, quand on a décidé d'entreprendre cette démarche-là, on s'est dit on va trouver une maison, on va s'installer, ça va être merveilleux. Comme on est un organisme communautaire, mais on est enregistré selon la loi 3 des compagnies, donc on doit respecter certaines normes en termes de bâtiments, de sécurité, etc. Donc quand on a trouvé notre maison et qu'on était sur le point de l'acheter, on a appris qu'en fait on avait d'importants travaux de mise aux normes à faire pour avoir le droit d'occuper la maison et de l'utiliser. Ça a été un gros défi et on a été très, très soutenus dans cette démarche parce qu'en fait ça a amené de nouveaux frais qu'on n'avait pas prévus, notamment d'embaucher un architecte qui devait faire des plans et puis de faire des travaux qui n'étaient pas prévus, etc. On a été soutenus par la ville, notamment par M. Forbes à la ville, qui a réussi à contacter un architecte qui a accepté de nous faire des plans gratuitement. On a trouvé un entrepreneur qui nous a fait des travaux à un prix honnête et qui est allé au-delà en offrant une partie de ses travaux donc gratuitement encore une fois. Et là, plus récemment, on a même eu un autre entrepreneur qui a accepté de finaliser les travaux extérieurs de notre maison complètement gratuitement. Donc voilà, beaucoup de soutien du milieu. Et je crois aussi que les deux fondatrices d'Enfantaisie ont fait un petit cadeau là, pour vous aider à vous installer. Oui, parce que notre maison, elle est située rue du Fleuve à Tourelle. Elle n'est pas sur le bord de la 132, donc elle n'a pas pignon sur rue. Cela étant dit, elle est dans un endroit très sécuritaire pour les enfants et c'est bien, mais on voulait qu'elle soit visible. Et Solange Labrie et Marielle Arsenault ont décidé d'offrir une belle enseigne avec le logo d'Enfantaisie de 4 pieds par 4 pieds qu'on a pu
posée sur le mur de la maison, qui fait que quand on arrive dans notre petite rue, on voit la maison d'assez loin. Et à l'intérieur de la maison, à quoi ça ressemble? On voit quelques petites photos, notamment de vous avec l'entrepreneur Guillaume Marin. Mais sinon, là, à quoi ressemble la maison? Là? Qu'est-ce qu'on voit? Ok, qu'est-ce qu'on voit dans la maison? En fait, initialement, la maison avait 3 niveaux, donc un rez-de-chaussée, un étage et puis un sous-sol. Tout était habitable. On a dû nous condamner le deuxième étage parce que les coûts de mise aux normes étaient beaucoup trop importants pour nous. Donc, on va essayer de trouver des programmes de subvention pour être capable de faire les travaux adéquats et de réouvrir ce niveau-là. Il nous reste le rez-de-chaussée qui est vraiment tout l'espace pour les activités avec les enfants. Donc, on a un coin avec des grandes tables où on fait la cuisine, les ateliers de bricolage, etc. On a une cuisine avec un bel îlot qu'un bénévole nous a fabriqué. Et puis, on a un petit coin salon cocooning aussi. C'est aussi l'endroit où on fait tout ce qui est réunion d'équipe, etc. Et puis le sous-sol, c'est toute la partie bureau de l'organisation, donc vraiment le siège social avec le bureau des animatrices, du coordonnateur et puis le mien également, où on stocke c'est ça, notre matériel, etc. Puis notre deuxième étage n'est pas complètement inutile parce que ça nous permet de stocker des archives, du matériel. Et je tiens à dire qu'on a aussi un grand et beau terrain à l'arrière de la maison où les enfants peuvent jouer. Maintenant, ils ont vraiment un espace pour jouer dehors. L'hiver, l'été. Voilà. Et dites-moi justement, pour les gens qui ne sauraient peut-être pas, que fait Enfantaisie? Premièrement, ça s'adresse à qui Enfantaisie et quelles sont les activités qu'on y fait? Ok, alors, donc Enfantaisie, c'est un organisme communautaire. Sa mission, c'est vraiment d'offrir et développer des services d'aide pour répondre aux besoins des enfants de 6 à 12 ans sur tout le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. La maison dont on parle, c'est notre siège social, puis c'est notre point de service de Tourelle. Mais on a un point de service à Capcha, Sainte-Anne-des-Monts, Tourelle. Puis cette année, on est aussi à Marsouis, Montlouis et Gros-Morne pour la 2e année. Comment on remplit cette mission qui est aussi un volet quand même favoriser la réussite éducative. On développe des ateliers, c'est des ateliers socialisants. Alors on a des ateliers d'aide aux devoirs, on a des ateliers de cuisine qui s'appellent Rikikiwi, des ateliers créatifs qu'on appelle les ateliers fantaisie, puis des ateliers pour développer le goût de la lecture, Imagine à lire. Ça, c'est comme notre bassin d'activités régulières. C'est des ateliers auxquels les enfants participent chaque semaine. On a aussi des activités, on appelle ça les activités spéciales. Donc, on organise un camp pendant la semaine de relâche où on essaie de faire participer les enfants de tous les points de service, donc de tout le territoire pour qu'ils se rencontrent. On a aussi des sorties, mettons pendant des congés pédagogiques, ça peut être des fins de semaine, des activités exceptionnelles, encore une fois, où on essaie de faire en sorte que les enfants se rejoignent, les enfants de partout sur le territoire se rejoignent. L'année dernière, par exemple, on avait organisé une journée avec tous les enfants de première année qui viennent à nos ateliers, puis ça s'était passé à la Maison L'Essentiel à Gros-Morne. Donc on avait organisé un transport pour que les enfants de l'Est et les enfants de l'Ouest puissent se retrouver. Alors, les enfants d'Enfantaisie qui sont toujours... qui ne manquent pas d'activité avec vous, alors peut-être nous rappeler en terminant le numéro de téléphone pour les gens qui seraient intéressés? Oui, alors vous pouvez nous joindre au 88 764 02 34. Et si je puis me permettre, j'en profite pour faire juste un petit appel pour notre service d'aide aux devoirs à Sainte-Anne-des-Monts. Il nous manquerait encore 2 bénévoles pour les lundis. On a 2 enfants qui ont un bénévole pour les mercredis, mais il leur en manque un pour le lundi. Puis c'est 45 minutes de 4h15 à 5h. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez nous appeler. Alors l'appel est lancé et sur ce, on se quitte et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.